Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Donc, nous sommes le lundi 10 mars et je publie cette vidéo toujours en rapport avec l'actualité qui est quand même assez brûlante. Mais l'idée ici, c'est un petit peu de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe pour analyser, et d'ailleurs c'est un peu le titre de cette vidéo, les vraies menaces qui pèsent sur la France. Parce que effectivement, le président de la République l'a bien dit, il y a des menaces. Nous ne sommes pas du tout, voilà, il y a pas de quoi pavoiser. Il y a des menaces, mais les menaces ne viennent pas forcément de là où l'on pense. Donc, vous avez pu remarquer que, notamment par rapport à à la Russie, plus le ton, les discussions s'apaisent entre Américains et Russes, et plus on a un discours va-t-en-guerre du président français qui va crescendo. Et là, l'idée, en fait, c'est, par rapport à cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu les enjeux qu'il y a derrière toute cette rhétorique un petit peu guerrière entre entre les différents intervenants. Alors, tout d'abord, on va se poser une question. Est-ce que la Russie représente une menace existentielle pour la France? Ça, c'est une question, puisqu'on n'a pas arrêté de l'entendre sur les plateaux télé. Attention, Poutine, c'est le nouvel Hitler, avec l'arme nucléaire en plus, etc., etc. Alors, moi, j'ai essayé vraiment d'analyser des choses froidement. Alors, tout d'abord, déjà, faut prendre une carte. Voilà. Donc là, ça, vous avez ici à droite l'Ukraine. Vous avez l'Ukraine et là, vous avez en rouge, quelque part, la zone de l'Ukraine qui a été, qui est occupée par les Russes aujourd'hui, après 3 ans de conflit. Effectivement, les Russes contrôlent à peu près 20% du territoire ukrainien. Maintenant, j'entends des personnes, des intervenants dire que les chars russes sont aux portes des Champs-Élysées. Alors là, voici une carte de l'Europe. Donc on a effectivement la France, là vous avez l'Ukraine, et là j'ai assuré la partie de l'Ukraine qui est occupée par la Russie. Donc déjà, le temps que les Russes arrivent jusqu'en France, donc déjà il faudrait que les Russes occupent toute l'Ukraine. Donc il faut déjà qu'ils, en 3 ans, ils ont pris 20% du territoire ukrainien. Donc il leur reste 80% du territoire ukrainien qui reste à conquérir. Ensuite, il faut traverser la Pologne, sachant que la Pologne est quand même une des armées les plus aguerries d'Europe et qui fait en plus partie de l'OTAN. Traverser éventuellement aussi la Slovaquie et la République tchèque pour que, une fois la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et les pays baltes prises, ensuite les Russes devront prendre en tenaille l'Allemagne avec à partir de 2 offensives par la Pologne et par la République tchèque. Et enfin, une fois l'Allemagne vaincue, là, les chars russes pourront débouler en France, sachant que pour arriver aux Champs-Élysées, il y a toute la Marne à traverser. Donc, comme vous le voyez, euh, il reste encore du chemin à parcourir pour les chars russes le temps qu'ils arrivent jusqu'aux Champs-Élysées. Alors, on va faire un petit peu de maths. Donc, en 3 ans, en fait, les Russes ont avancé de 100 kilomètres dans l'est de l'Ukraine. Hein. Sachant qu'au moment où je vous parle, les Russes n'ont pas encore repris le Koursk, puisque les Ukrainiens, en août 2024, ont lancé une offensive en territoire russe sur Koursk. Là, on est en mars, donc quasiment 9 mois près août 2024, et en 9 mois, les Russes n'ont même pas réussi à reconquérir leur oblast, l'oblast de Koursk. Alors la distance qui sépare la frontière russo-ukrainienne amputée des territoires annexés par la Russie est de 2600 kilomètres. Il y a entre l'Alsace,
Lorraine et la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, il y a 2600 kilomètres. Donc, hein, il n'y a pas besoin, voilà, on va faire un petit produit en croix, un cours de maths de sixième. Donc, si les Russes ont pris 3 ans pour prendre 100 kilomètres, combien d'années il leur faudra pour en reprendre 2600? Hein, la réponse, hein, 2600 divisé par 100 multiplié par 3, c'est le produit en croix, hein, cours de sixième, 78 ans. Donc, ça veut dire qu'en fait, au rythme où vont les choses, les Russes ne seront pas sur les Champs-Élysées avant 78 ans. Et encore, et encore, les territoires conquis par la Russie en Ukraine, regardez la carte de l'Ukraine, c'est le sentiment de nationalité russe par région de l'Ukraine. En fait, les Russes ont conquis, hein, les zones ukrainiennes conquises par la Russie, ce sont des zones où la population se sent à majorité russe, hein. Vous voyez, c'est la zone au rouge, hein, 21 à 58%. Donc en fait, les zones conquises, annexées à la Russie en Ukraine, ce sont des zones où une majorité de la population se sent russe. Donc je vous laisse imaginer si les Russes devaient continuer à envahir l'Ukraine, puis la Pologne, puis la Slovaquie, puis la République tchèque, puis l'Allemagne, pour arriver en France et débouler sur les Champs-Élysées. Vous vous doutez bien que dans tous ces pays-là, les populations sont clairement hostiles à la Russie. Déjà, regardez, rien que dans l'est de l'Ukraine, hein, Kiev et le reste de l'Ukraine, hein, tout l'ouest de l'Ukraine, la population, la part de la population qui se sent russophile, elle est comprise entre 0 et 5%. Donc si les Russes ont mis 3 ans pour annexer 20% du territoire ukrainien, qui correspond aux 20% de l'Ukraine qui se sentent russes, je vous laisse imaginer comment ça va être la galère pour les troupes de Poutine pour envahir la partie de l'Ukraine où la population est clairement anti-russe. Là, en plus bah, de l'armée ukrainienne qui va opposer une résistance aux troupes russes, vous allez avoir la population qui va, qui va faire des actes de résistance, des actes de sabotage pour empêcher les Russes d'avancer. Donc, clairement, très clairement, la Russie ne constitue pas une menace existentielle pour la France. Alors, bien sûr, la Russie est une menace existentielle pour l'Ukraine. Clairement, la Russie a violé le droit international parce qu'aucun pays ne peut, sous prétexte de protéger des minorités, envahir un autre pays. Là c'est clair. Vous voyez, si certains pensent que je peux avoir un discours pro-russe, clairement pas. Ce qu'a fait la Russie est inacceptable. Et d'ailleurs, je trouve ça normal que la Cour pénale internationale ait lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. La Russie n'a pas à se faire justice elle-même et à envahir une partie d'un territoire voisin pour protéger des populations, des minorités. À ce moment-là, pourquoi l'Italie n'envahira-t-elle pas une partie de la Corse pour protéger des minorités corses qui se sentent peut-être plus italiennes que françaises? Donc là, si on commence à rentrer dans un jeu d'annexion sous prétexte de protéger des populations locales, effectivement, pour moi, c'est un faux prétexte. Voilà, les Russes n'avaient pas à envahir un pays voisin. Là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. La Russie, au moment où je vous parle, représente effectivement une menace existentielle pour son voisin ukrainien. Mais de là à dire que c'est une menace pour la France, je suis assez sceptique. Je vous renvoie au cours d'histoire. Dans les années 30, Staline, dirigeant de l'Union soviétique et de la Russie, provoquait des famines en Ukraine, dans le Donbass, qui ont fait 6 millions de morts. Les troupes soviétiques ont occupé l'Ukraine et ont famé des millions d'Ukrainiens en les laissant crever de faim. Et c'est pour ça que quand
l'Allemagne nazie a lancé l'opération Barbarossa, des millions d'Ukrainiens, au début, ont accueilli les troupes allemandes comme des libérateurs, puisqu'ils avaient été affamés par les soviétiques. Est-ce que, lorsque des millions d'Ukrainiens mouraient de faim, ces 6 millions de morts par la famine, l'Holodomor, est-ce que, est-ce que en France, est-ce que la France était menacée par les soviétiques de Staline? Bah, alors pourquoi aujourd'hui, ce qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens, aujourd'hui, ça serait une menace plus grande aujourd'hui que ça ne l'était dans les années 30. Donc là, on voit clairement qu'il y a une exagération de la menace russe sur le territoire français. Alors pourquoi la Russie est à tel point épinglée par certains dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron? Alors, il y a des intérêts politiques en jeu. Alors, pour le Premier ministre britannique, le fait de parler de la Russie permet de faire oublier le Brexit aux Britanniques et de réarrimer le Royaume-Uni à l'Union européenne. Alors, je rappelle que le choix du Brexit a été celui du peuple britannique, non pas des dirigeants. Alors, à part quelques dirigeants britanniques qui étaient pour le Brexit, notamment Nigel, je crois, Nigel, la plupart, que ce soit les conservateurs ou les travaillistes, donc l'écrasante majorité de la classe politique britannique, était contre le Brexit. Donc là, ce qui se passe avec la Russie, c'est pour Keir Starmer, donc l'actuel Premier ministre britannique, c'est une occasion rêvée pour dire, pour sonner le tocsin et dire attention, les Russes sont dangereux, les Russes vont débouler sur l'Europe, unissons-nous, Européens et Anglais, contre les Russes. Donc, donc là, il y a un intérêt politique pour le Premier ministre britannique pour réarrimer, pour remettre en cause le Brexit. Pour le nouveau chancelier allemand, la menace russe constitue aussi une très belle opportunité pour réarmer l'Allemagne et rattraper le retard militaire de l'Allemagne par rapport à la France, car depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne ne peut pas se réarmer à sa guise. Je rappelle que les Allemands, l'Allemagne, est tenue par des traités suite à la fin, à la défaite de l'Allemagne en 1945. L'Allemagne ne peut pas se réarmer comme elle le veut. Et là, avec ce qui se passe avec la Russie, c'est une occasion rêvée pour le chancelier allemand actuel pour réarmer l'Allemagne. Et enfin, pour le président français Emmanuel Macron, il y a plusieurs avantages à mettre en avant la menace russe. D'abord, faire oublier aux Français le carnage politique issu de la dissolution, puisque depuis la dissolution, la voix d'Emmanuel Macron ne porte plus en France. Emmanuel Macron ne peut plus intervenir sur la politique intérieure comme il pouvait le faire avant, puisque l'Assemblée ne lui est plus acquise. Il doit trouver de nouveaux prétextes pour justifier le dérapage budgétaire qui devient incontrôlable. Je vous rappelle que la France, aujourd'hui, est en situation de quasi-faillite. Hein, alors, je pèse mes mots. Aujourd'hui, la débâcle budgétaire française devient incontrôlable. Et donc, quoi de mieux pour que de distraire l'opinion avec une menace russe pour faire de nouvelles dépenses. Et enfin, Emmanuel Macron a un agenda européen. Donc ça, il l'a dit à Philippe de Villiers. Hein, donc je vous renvoie à l'interview qu'a fait Philippe de Villiers. Je ne sais plus si c'était sur Europe 1 ou CNews. Et donc, Emmanuel Macron aurait confié il y a quelques mois à Philippe de Villiers que ne pouvant plus se représenter une troisième fois pour la présidence de la République en France, son objectif, c'est de prendre la présidence de l'Union européenne. Et là, quoi de mieux que de se poser en chef de guerre pour justement essayer de fédérer les Européens derrière lui pour que en 2027, il puisse prendre la succession d'Ursula von der Leyen. Donc en fait, tout ça pour vous dire que derrière les vociférations politiques sur la menace russe, derrière, on a des dirigeants qui
qui jouent leur partition, qui ont des intérêts. Le Premier ministre britannique, il veut effacer le Brexit. Chancelier allemand, il veut réarmer l'Allemagne. Et le président français qui veut devenir un peu le nouveau Napoléon. Alors, il fait plus des guerres comme au temps de Napoléon, mais qui veut redevenir un peu le leader de l'Europe et prendre le poste d'Ursula von der Leyen. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de menace sur la France et sur l'Europe? Eh bien, si. Eh bien, si. Il y a des menaces bien plus graves que ce que fait Poutine en Ukraine. Il y a des menaces qui pèsent sur la France et je vais vous les citer. Alors, première menace, c'est le risque de fracture sociale et sociétale dans le pays. Je vous rappelle qu'il y a eu les gilets jaunes. Il y a eu les manifestations des agriculteurs, le Mercosur. Aujourd'hui, les agriculteurs se sentent trahis par Emmanuel Macron, qui a laissé les accords du Mercosur être signés. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours des risques de grève, des risques de troubles sociaux et de manifestations. Une partie croissante de la population, aujourd'hui, elle est entre guillemets, en pétard, ne croit plus du tout en leurs élites. La plupart des gens avec qui je discute pensent sincèrement, alors à tort ou à raison, que le gouvernement actuel est à la solde des milliardaires et que l'objectif du gouvernement, c'est de faire les poches des Français pour enrichir une caste d'oligarques français cette fois. C'est pas forcément mon opinion, mais aujourd'hui, si vous interrogez les gens dans la rue, ils ne sont absolument pas contents de la manière dont le pays est gouverné. Il y a, de, il y a un vrai risque aujourd'hui de troubles sociaux et sociétaux. Donc ça, c'est la première menace qui pèse sur la France. Deuxième menace, l'insécurité. En 10 ans, en 10 ans, les homicides ont augmenté de 5%. Les tentatives d'homicide ont augmenté de 13%. Les coups et violences volontaires sur personnes de 15 ans ou plus ont augmenté de 9%. Les violences sexuelles, en partie les violences sexuelles faites aux femmes, ont augmenté de 9%. Hein, on parle d'égalité homme-femme, etc., etc., etc. Aujourd'hui, les femmes sont moins, se sentent moins en sécurité aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et pour cause, les violences sexuelles ont augmenté de 8%. C'est énorme. Alors déjà, il y a 10 ans, il y avait déjà beaucoup de violences sexuelles, et aujourd'hui, les violences sexuelles ont encore augmenté. Et d'ailleurs, répondez dans les commentaires, est-ce que quand vous prenez le métro, le RER pour vous rendre au travail, est-ce que vous craignez plus de vous faire agresser par un déséquilibré, par un fichier S, par une personne sous OQTF, par un dealer? Est-ce que vous craignez plus ce risque-là? Ou est-ce que vous vous dites, mon Dieu, je risque de me prendre un missile russe qui se perdrait dans le ciel et qui tomberait et qui fracasserait le métro que je prends pour aller travailler? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous, quand vous vous levez le matin pour aller bosser, est-ce que vous avez plus peur de vous prendre un missile russe sur la gueule ou de vous faire agresser à coups de couteau ou à coups de batte de baseball? En tout cas, moi, quand je vais bosser, je regarde plus derrière moi si on va pas me planter un coup de couteau que dans le ciel si je vais pas me prendre un drone russe ou un missile russe. Donc, deuxième menace, l'insécurité. Troisième menace, le terrorisme et la fracture culturelle. Euh, la France est en voie de libanisation avec une multiplication de ghettos qui révèlent de multiples fractures. On a des fractures par CSP, par richesse, catégorie socio-professionnelle. On a aujourd'hui des quartiers de plus en plus riches qui se barricadent. Hein, on ne peut pas rentrer, il y a des 18 codes partout, et des quartiers populaires dans lesquels la police n'ose même plus aller. On a également une fracture religieuse et enfin des fractures ethniques. La France est en première ligne face au terrorisme. Hein, je vous rappelle les attentats de l'Hypercacher le 13 novembre.
au Bataclan, les attentats du 14 juillet, 14 juillet à Nice. Combien de morts ont été fauchés par un terroriste qui a fauché des dizaines de personnes à Nice le 14 juillet, le jour de la fête nationale? L'assassinat du professeur Samuel Paty. Est-ce que tous ces attentats-là ont été le fruit de la Russie? Est-ce que ce sont les soldats russes? Est-ce que ce sont les Russes qui ont perpétué tous ces attentats depuis ces 10 dernières années? Je vous rappelle que le 13 novembre 2025, donc dans quelques mois, on va célébrer un triste anniversaire qui est le massacre du Bataclan. Ça, c'est une vraie menace pour la France. Le terrorisme. Et enfin, autre menace actuelle, c'est la détérioration des relations avec l'Algérie, au risque d'aggraver les choses à la fois avec une résurgence des tensions communautaires, hein, parce que si le gouvernement algérien commence à prêcher, à dire à la communauté algérienne en France en leur disant, écoutez, vous êtes dans un pays qui vous exploite, etc., blablabla, blablabla, ça peut générer des tensions dans les banlieues en France. Et au même moment, alors qu'on se brouille avec l'Algérie, le gouvernement algérien, pas plus tard que ce week-end, s'est disposé à offrir ses terres rares à Donald Trump. Tapez sur Google, hein, j'invente rien, tapez sur Google, Algérie, terres rares, Donald Trump, et vous allez tomber sur l'article ici, hein, qui est en lien ici. L'Algérie va créer un partenariat économique avec les États-Unis pour offrir ses terres rares à Donald Trump. Elle est là la menace. La France est en train de perdre toute son influence en Afrique. Je parle de l'Algérie, mais on peut parler du Mali, du Sénégal, etc., etc. La France est en train de reculer sur la scène internationale en Afrique. Il est là le problème. Il est là. Et au lieu d'essayer de recoller les morceaux avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, avec le Liban, que fait la France? Rien. On est en train de surveiller Poutine. Au moment même où les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont en train de s'apaiser. Donc là, clairement, on voit qu'il y a une manœuvre de diversion. Vous voyez, donc j'ai parlé de la fracture sociale, de la sécurité, du terrorisme, et enfin, et enfin, une bureaucratie administrative digne de l'ex-URSS. Hein. L'UE, l'Union européenne, on peut l'appeler l'UERSS. Donc là, je vais vous donner un exemple, hein, alors là que je vis. Hein. Bon, c'est un coup de gueule. Hein. Je suis en train de transférer des plans d'épargne retraite d'une compagnie d'assurance à une autre. Là, on est en France, hein, je ne fais pas un investissement aux îles Caïmans. Hein. Et là, je me prends des non-conformités, des machins. On m'emmerde avec de la paperasse administrative alors que je suis mon propre client. Donc, c'est moi, en tant que conseiller, dont le client, c'est moi-même. Donc là, voilà, ça, c'est les non-conformités. Alors, je vous en sors une qui est marrante. Alors, regardez ça. Hein. Là, je reçois une non-conformité. La signature manuscrite de votre client, monsieur Alix Bacos, ne correspond pas exactement à celle figurant sur sa carte d'identité. Il faut refaire signer tous les documents à votre client, y compris ceux dont les signatures sont conformes, afin de respecter la chronologie des dates. Donc, donc, en tant que conseiller en investissement financier, je dois résoudre cette non-conformité liée au client Alix Bacos, donc moi-même, en resignant tout un tas de paperasses administratives, car la signature initiale est légèrement différente de celle de la carte d'identité, de ma carte d'identité. J'ai sans doute signé un petit peu vite, vous savez, il y a un problème. Donc, vous voyez, la dinguerie administrative est poussée à un tel degré d'imbécilité que l'on va vérifier si je ne falsifie pas ma propre signature. Et en plus, c'est très marrant parce que vous voyez, monsieur le conseiller Alix Bacos, prière de refaire signer à votre client Alix Bacos, que la signature de votre client Alix Bacos n'est pas tout à fait conforme
celle qu'il y a sur la carte d'identité. Donc ça fait rire. Alors moi, ça me fait pas rire du tout parce que j'ai passé une matinée à imprimer tout un tas de documents. Hein, donc déjà, pour l'écologie, hein, catastrophe. Donc j'ai dû imprimer tout un tas de documents et refaire des signatures, puis scanner les documents et les renvoyer. Voilà. Donc j'ai grillé une matinée, faire des conneries qui ne servent à rien. Et je ne vous parle pas de faire un investissement dans les îles Caïmans. C'est juste que je fais un transfert d'un PER, d'un assureur qui a pignon sur rue, vers un autre assureur français qui a aussi pignon sur rue. Donc là, vous voyez, c'est un transfert d'un PER vers un autre PER dans un même pays qui est la France. Je ne vous parle pas de faire des transferts à l'étranger, avec des valises. Oh là là, on est loin de tout ça. C'est juste un transfert, un bête et méchant, entre deux compagnies. Et regardez comment on m'emmerde avec de la paperasse administrative, on me fait perdre mon temps avec de la paperasse administrative qui n'a aucun sens, qui n'a aucun sens. Alors je vous laisse imaginer, moi, si vous multipliez, hein, vous voyez, j'ai perdu une matinée à faire des conneries, hein, donc, si vous multipliez les gens qui perdent leur temps, faire de la paperasse qui ne sert à rien, qui ne sert à rien, eh ben vous avez un PIB qui s'effondre. Alors oui, après, on va recruter des gens à faire de la paperasse administrative, donc ça fait augmenter le PIB de manière artificielle, mais on a un effondrement de la productivité. Parce que pendant que je passe des heures à refaire de la paperasse qui sert à rien, ben c'est du temps que j'aurais pu passer à faire autre chose, à faire autre chose, à suivre les marchés. Regardez en ce moment ce qui se passe sur les marchés, c'est intéressant, c'est passionnant ce qui se passe. Ben non, 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 je perds du temps à refaire ma signature, à checker, à ressortir ma carte d'identité pour refaire une signature qui est conforme à celle de ma pièce d'identité. On marche sur la tête. Il est là le problème. Et ça, non, 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 la menace, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, qui a mis 3 ans pour avancer de 100 kilomètres en Ukraine. Ah, il est là le danger, vous voyez? C'est n'importe quoi. Et enfin, la situation budgétaire catastrophique, catastrophique. Un ratio dette sur PIB de 120%, un déficit public de 6% du PIB et qui risque de monter à 7% en 2025. 50 années, 50 années durant lesquelles le pays n'a pas connu un seul excédent public. Même en Grèce, même en Espagne, au Portugal, ils ont eu des excédents publics en 50 ans. Les États-Unis, tout le monde. Je veux dire, peut-être qu'au Liban, effectivement, ça fait 50 ans qu'ils sont en déficit. Mais les pays qui ont accumulé 50 années de déficit public, je veux dire, à part la France et peut-être quelques îles exotiques situées dans des pays dont on connaît à peine le nom, je veux dire, c'est un exploit. Il est là le problème. Et enfin, un poids de l'État dans le PIB qui dépasse 60% du PIB ou 57% du PIB. Voilà encore un problème. Ça, c'est une vraie menace pour la France. Là, un jour, il y a un risque que le FMI débarque en France et dise maintenant, on arrête les conneries, on intervient, sinon, c'est la faillite. Il est là le problème. Et d'ailleurs, hein, dès que M. Macron est intervenu pour dire attention, la Russie est en danger, on va se réarmer, etc., etc. Alors ça, la sanction, elle était immédiate. Les taux, les taux français sont passés de 3,16% à 3,60% depuis le clash Trump-Zelensky dans le bureau ovale. Là encore, c'est des maths de sixième, c'est des cours de mathématiques de sixième. La dette de la France pèse 3 300 milliards d'euros. Avant même de dépenser les 800 milliards d'euros dans la défense, les taux ont augmenté de 0,44%. 3,60 moins 3,16, ça fait 0,44%. 0,44% sur une dette de 3 300 milliards, ça fait une hausse de la charge d'intérêt de la dette de 14,5 milliards d'euros par an.
Donc, les cabrioles, on va se réarmer, Poutine va envahir la France, etc., etc. Ben ça, ce discours du président nous a coûté 44 points de base de hausse des taux d'intérêt qui se matérialisent immédiatement par une hausse de la charge d'intérêt de la dette de 14,5 milliards d'euros par an. En France, là encore, c'est des maths, hein. En France, il y a 30 millions de ménages, 30 millions de familles, si vous préférez. Faites le calcul. 14,5 milliards d'euros par an d'intérêt qu'il faudra payer en plus suite à ces discours guerriers que l'on a, et ben ça représente 483 euros par an et par ménage. Voilà. Voilà le vrai, voilà la vraie menace. Voilà. On fait des discours, on va faire la guerre, les Russes vont débarquer sur les Champs-Élysées, aux armes citoyens, bah, rien que ça, les marchés nous ont sanctionnés, on se prend 44 points de base de hausse des taux d'intérêt sur la dette française, et ça, messieurs, mesdames, ça va vous faire 483 euros par an et par ménage, que vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Soit ça sera par des hausses d'impôts, l'écologie, on va vous sortir des prétextes pour augmenter les impôts, soit par de l'inflation. Une manière très simple de vous faire passer la pilule, c'est l'inflation. Voilà. Ça, c'est une vraie menace. Et là, vous voyez les taux d'intérêt, oui, les taux qui ne bougeaient pas, qui fluctuaient. On était à 3,15, 3,16. Alors déjà, les taux, ils avaient augmenté suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par M. Macron. Et là, hein, vous voyez, on arrive fin février, clash Zelensky-Trump dans le bureau ovale. M. Macron monte au créneau. Poutine est un dangereux, on va lui faire la peau. Alors que, enfin, le clash qui a eu lieu, c'est pas Poutine et Zelensky qui en sont venus aux mains. Hein. Ceux qui en sont venus aux mains, c'est Zelensky, Trump et J.D. Vance au bureau ovale. C'est là qu'a eu lieu l'altercation. Et là, on nous parle du danger de la Russie. Et là, bah, les marchés nous sanctionnent. Et là, vous avez les taux qui augmentent. Donc ça, donc si on en reste là, hein, avant même de dépenser 800 milliards pour le réarmement, ben, on se prend 14,5 milliards de charges de la dette en plus tous les ans, soit 483 euros par ménage. Voilà. Merci nous, gouvernement. Alors, on est sur une chaîne sur l'investissement. Ici, on n'est pas là pour faire refaire le monde, pour faire de la politique. On est sur une chaîne d'investissement. Alors, néanmoins, la situation actuelle, en fait, ouvre des opportunités d'investissement. D'ailleurs, moi-même, je suis en train d'investir. C'est pour ça que j'étais un peu énervé parce que bon, je me suis pris encore une non-conformité. Alors ça, c'est très marrant. Vous voyez, quand on ne valide pas votre dossier, on appelle ça une non-conformité ou une instance bloquante. Et c'est des grands mots. Hein. Pourquoi? Parce que c'est intéressant d'investir. Il y a des opportunités d'investissement. Moi, je vous en parle. Alors, premièrement, les taux européens qui atteignent, enfin les taux français et européens qui atteignent des sommets jamais vus depuis la crise de la zone euro en 2011 et la crise des subprimes. Alors, regardez les taux français, hein, on est à 3,59,7, hein, vous voyez, on est ici, là. Vous voyez, on n'a jamais atteint ces niveaux depuis 2012 et 2008. Donc là, on est à des plus hauts depuis quasiment 17 ans. 15 à 17 ans. Ça fait 15 à 17 ans qu'on n'a pas vu des taux aussi élevés. Et ça présente une opportunité. Moi, je ne suis pas là sur cette chaîne pour vous dire, pour avoir peur, il faut se planquer, il faut fuir, il faut se cacher, il faut acheter des boîtes de raviolis et se calfeutrer. Hein, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là, qui est débile, qui ne sert à rien. Alors, cette situation-là, elle est très intéressante pour les fonds obligataires datés. Alors attention à ne pas confondre les fonds obligataires datés des ETF obligataires qui, eux, pour le coup, vont se prendre une déculottée. Donc les fonds obligataires datés, on est dans une situation qui est très intéressante pour investir dans les FOD, les fonds obligataires datés. Ensuite, regardez un petit peu l'euro-dollar. Donc là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, contre toute attente, l'euro-dollar a flambé. L'euro a flambé face au dollar. Donc là encore, celles et ceux qui vous disent que l'euro va aller à 0,90 contre le dollar en ligne droite, c'est faux. Donc là, depuis l'altercation Trump-Zelensky dans le bureau ovale, l'euro a flambé. Alors pourquoi? Alors, donc en fait, suite à l'altercation entre Trump et Zelensky, les Européens ont réagi pour reprendre le flambeau dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Cette annonce a provoqué, donc sur l'envolée des dépenses militaires, provoque une flambée des taux d'intérêt dans les pays européens. Pourquoi? Parce que bah forcément, les investisseurs se disent les Européens vont s'endetter de manière massive pour se réarmer et donc on va exiger une prime de risque. On va exiger une prime de risque, donc on va demander des taux plus élevés bah, pour être sûr qu'on va avoir un retour sur investissement. Or, cette hausse des taux provoque ce qu'on appelle, en jargon, ce qu'on appelle un carry trade. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les taux américains qui n'ont pas bougé et les taux européens qui flambent. Et ça, quand vous avez des taux d'intérêt dans une région qui ne bouge pas et des taux d'intérêt dans une autre région qui flambent, sans envoler de l'inflation, donc des taux réels qui flambent, cela provoque mécaniquement une hausse de la devise du pays, de la zone qui voit ses taux augmenter. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, c'est des cours de finance, hein, tout ce qui est carry trade, spread obligataire, spread de change. Donc ça, si vous êtes intéressé, je vous laisse le soin d'aller vous documenter là-dessus. Mais mécaniquement, la hausse, la flambée des taux européens conjuguée à une stabilité des taux américains a provoqué une flambée de l'euro-dollar. Et là, il y a une opportunité de diversification géographique, hein. Moi, j'ai toujours été un fan de la diversification. Bah, plus l'euro se renforce par rapport à l'ensemble des devises de la planète, et plus c'est intéressant d'opérer, de faire une diversification géographique aujourd'hui. Vaut mieux faire une diversification géographique et monétaire quand vous avez un euro à 1,08 ou à 1,10 que le faire quand vous avez un euro à la parité. Et donc, ça peut être intéressant d'investir dans des actions internationales ou des matières premières qui sont d'ordinaire libellées en dollars, mais libellées en euros. Parce que si vous avez, si vous, vous investissez aujourd'hui dans l'or, ben, l'or étant stable par rapport au dollar, si l'euro a pris 5% par rapport au dollar, ça veut dire que l'or perdu 5%, l'or libellé en euros perdu 5%. Donc votre pouvoir d'achat en matière première a augmenté de 5%. Ça peut être intéressant justement de charger un petit peu, de se diversifier, soit via les actions internationales, soit vers les matières premières. Ensuite, vous avez une volatilité qui s'envole. Forcément, hein, la combinaison entre la hausse des droits de douane aux États-Unis, les joutes verbales entre Américains, Mexicains, Canadiens et Européens, et les tensions entre Européens et Russes, ben ça provoque une hausse de l'incertitude et une hausse de la volatilité. Et là, il y a des produits qui sont très intéressants à jouer quand il y a une hausse de la volatilité, ce sont les produits structurés. Les produits structurés, la plupart des produits structurés voient leur valorisation augmenter quand vous avez une hausse de la volatilité. Et enfin, vous avez des secteurs comme celui de la défense européenne qui s'envolent. Et oui, bah, forcément, comme on n'arrête pas de parler de réarmer l'Europe, forcément, vous avez des entreprises qui en profitent. Vous avez une histoire de gros sous derrière. Et là, je vous montre l'exemple de Thales, hein, qui est une entreprise d'armement. Ben, regardez Thales entre le 7 janvier et aujourd'hui, en l'espace de quasiment 3 mois, même pas 2 mois, l'action Thales a pris 80% de sa valeur. L'action Thales a gagné 80%. Et donc, ça peut être intéressant de faire des stratégies, de, de, de profiter quelque part de ce brouhaha, de cette ambiance de va-t-en-guerre pour faire des investissements. Alors attention, de manière parcimonieuse, hein, parce que le secteur de la défense a pris
déjà 80% depuis le début de l'année. Donc peut-être dangereux de faire un all-in sur le secteur de la défense qui a déjà pris 80%. Mais on voit que les gesticulations de nos hommes et nos femmes politiques vont peut-être générer des opportunités d'investissement dans certains secteurs. Donc, vous voyez, il y a quand même, vous voyez, il y a des choses intéressantes à faire, hein. Les obligations datées, les produits structurés, la diversification géographique au travers d'actions internationales et de matières premières, et éventuellement des investissements ciblés, des investissements sectoriels ciblés, parce que, évidemment, la conjoncture offre des opportunités. Et moi, c'est un petit peu ça que je regarde, hein. Vous avez deux choses, en fait. Soit vous êtes tétanisé par le discours de nos politiques, vous êtes là, amen, 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 c'est la fin du monde, c'est la guerre mondiale, etc. Soit vous avez une approche opportuniste, vous profitez un petit peu de ce qui se passe, c'est un petit peu ce que je fais actuellement pour finalement investir dans des solutions, dans des produits qui profitent de la conjoncture actuelle. Je pense en particulier pour les personnes qui sont un peu prudentes aux fonds obligataires datés, parce que plus les taux montent, plus ça va être intéressant d'investir dans des fonds fermés, dans des fonds obligataires datés, qui vont vous assurer d'avoir un rendement intéressant à 4, 5, 6, 7% durant les 4, 5 prochaines années. Voilà. Et elles sont là, les opportunités, elles sont là, hein. N'attendez pas que demain, on ouvre un livret destiné à la défense. Ça, a priori, il y a peu de chances que ça soit l'investissement du siècle, hein. Parce que si on ouvre un livret à la défense, qui sera rémunéré à 1 ou 2%, et qui derrière permettra à des entreprises de financer un effort de guerre et de faire de l'argent avec des rentabilités à 7, 8, 10, 15%, bah, vaut mieux investir dans l'original que dans la copie. Vaut toujours mieux l'original que la copie. Alors maintenant, quels sont les événements à suivre? Alors, j'entends pas mal, hein, quand je suis l'actualité, les gens dire que Trump nous a trahis, que Trump c'est Hitler, que Trump s'est allié avec Poutine. En réalité, moi, j'y crois pas une seule seconde à tout ça. J'y crois absolument pas. Et d'ailleurs, demain, le dialogue va se poursuivre entre les délégations ukrainiennes et américaines en Arabie Saoudite. Donc demain, je pense qu'on va en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe dans les négociations entre Américains et Ukrainiens. En réalité, c'est quoi le deal? Les États-Unis veulent mettre une pression maximale sur Zelensky pour qu'il négocie une paix avec un collatéral économique à fournir aux États-Unis. Et ce collatéral économique, ce sont les terres rares. Donald Trump veut ni plus ni moins récupérer les centaines de milliards de dollars que le contribuable américain a donnés aux Ukrainiens. Donald Trump veut les récupérer en exploitation des terres rares. Et donc, vous comprenez très bien que Donald Trump, aucun intérêt à ce que l'Ukraine tombe entre les mains de la Russie, parce que si l'Ukraine tombe entre les mains de la Russie, bah Donald Trump ne pourra plus exploiter ses terres. Donc, ceux qui disent que Donald Trump est en train de à changer de veste, à changer de fusil d'épaule, et qu'il est en train de se soumettre à Vladimir Poutine, c'est mal connaître le personnage et c'est mal connaître les États-Unis d'Amérique. Au moins, je peux me tromper, la suite du scénario, c'est que une fois que les Américains auront tordu le bras à Zelensky, sans doute cette semaine, hein, ces derniers vont se retourner vers les Russes et forts de l'accord arraché aux Ukrainiens, ils essaieront d'imposer l'accord ukraino-américain
à la Russie. En gros, ce que va dire Trump à Poutine, il va lui dire, écoute, Vladimir, tu t'es rendu justice, tu as libéré les Ukrainiens, enfin la partie russophone de l'Ukraine euh, du gouvernement de Kiev, tes territoires que tu as conquis, tu les gardes. On fera rien pour on va pas chercher à les reconquérir. Tu gardes la Crimée, tu gardes le Donbass. Par contre, tu n'avances pas plus loin dans l'ouest de l'Ukraine parce que d'une part, la population de l'ouest de l'Ukraine, elle t'est hostile. D'autre part, nous, Américains, on est en train d'exploiter les terres ukrainiennes. Donc, Vladimir, s'il te plaît, n'avance pas plus loin dans l'Ouest parce que là, tu vas te heurter aux intérêts américains. Il est là le deal de Donald Trump. C'est ce que Donald Trump cherche à faire. Donald Trump n'a pas retourné sa veste. Donald Trump n'est pas devenu un poutinolâtre. Donald Trump veut juste faire, c'est un billard à plusieurs bancs. D'une part, il veut récupérer l'argent qu'il a prêté aux Ukrainiens sous forme de concessions visant à exploiter les terres rares de l'Ukraine, primo. Secondo, il veut, il veut mettre ensuite un holà à la guerre et mettre un frein à l'avancée des troupes russes en Ukraine avec l'accord russo-ukraino-américain. Et troisièmement, en faisant des concessions à Vladimir Poutine en lui disant, OK, on arrête de t'emmerder avec le Donbass et avec la Crimée, qui sont constitués à majorité de Russes, de russophones. Alors, ça ne justifie pas l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais en donnant cette concession, Donald Trump espère désarrimer la Russie à la Chine. Parce que la principale menace aujourd'hui, c'est la Chine. Et donc, Donald Trump espère désarrimer la Russie à la Chine, tout en faisant peur aux Européens, en leur laissant entendre que Trump laissera tomber les Européens, afin que ces derniers se réarment pour permettre aux Américains de retirer des troupes en Europe de l'Est pour aller les concentrer dans le Pacifique pour contrer la Chine, après avoir au préalable essayé de distendre les liens entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Parce que Vladimir Poutine, il n'a rien à foutre de Taïwan. Donc si Donald Trump donne un petit morceau de viande à Vladimir Poutine sur l'Ukraine, sur une partie de l'Ukraine, bah, Vladimir Poutine, lui, il sera. Alors, je vous explique un peu ce qu'il y a dans l'esprit de Trump. Vladimir Poutine sera moins tenté de s'accrocher à la Chine, ce qui permettra aux Américains de pouvoir mettre beaucoup plus de pression sur la Chine. Parce que la Chine est très vulnérable. La Chine a besoin des matières premières russes. Donc si la Russie, au lieu de commercer avec la Chine, se remet à commercer avec les États-Unis en termes de matières premières, ben cela affaiblirait la Chine. Et c'est ça la mentalité, c'est ça ce qui se cache derrière Trump. Hein. C'est pas que Trump, c'est un espion soviétique, il est à la solde des Russes. Trump ne sert que deux choses, l'intérêt des États-Unis, Make America Great Again, et son ego surdimensionné. Donald Trump a un ego. Hein. C'est pas le cas de Joe Biden. Joe, Donald Trump a un ego. Et Donald Trump, si on lui parle mal, si on roule des mécaniques, ben Donald Trump peut rentrer dans des colères noires. Et ça, c'est la force d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est prendre Donald Trump dans le sens du poil. Et ça a été l'erreur de Zelensky, hein, de croiser les bras, de faire un discours en anglais, sans traducteur, en anglais, qui n'est pas sa langue maternelle, en anglais, de croiser les bras, de s'arc-bouter sur Poutine, alors que Donald Trump, lui, ce qu'il voulait, c'était signer un accord pour exploiter les terres rares de l'Ukraine en échange
d'une protection implicite du territoire ukrainien via les entreprises et ingénieurs américains qui travailleront sur le sol ukrainien. Elle est là, la stratégie de Donald Trump. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Donald Trump est naïf. Peut-être que il pense que Vladimir Poutine, c'est un gentil. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que Donald Trump, il a une approche transactionnelle des choses. Il fait des deals. Il a un ego surdimensionné. Ça, oui. Et il, il sert, il défend les intérêts des États-Unis court terme. Voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire, sur ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc, non, la principale menace sur la France, ce n'est pas la Russie. Alors oui, peut-être que dans 72 ans, hein, peut-être que dans 72 ans, les Russes, à force de d'avancer en Ukraine, puis en Pologne, puis dans les pays baltes, puis en Roumanie, en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne, peut-être que les Russes, dans 70 ans, finiraient par arriver aux portes des Champs-Élysées. Alors, peut-être dans 70 ans, il y aura une menace russe, mais en court terme, aujourd'hui, les principales menaces qui pèsent sur la France, c'est pas la Russie, c'est la fracture sociale, hein, l'insécurité, la menace terroriste, la perte d'influence en Afrique, avec un risque de voir l'Algérie basculer côté pro-américain, la lourdeur administrative, c'est insupportable, c'est insupportable. Le moindre papier, le moindre investissement, c'est un enfer. C'est un enfer. Même pour investir 3000 euros dans un PER, c'est infernal. La paperasse administrative. Et enfin, la charge d'intérêt de la dette qui devient de plus en plus insoutenable et qui risque de voir la France être dégradée et peut-être de voir arriver le FMI. Voilà les menaces qui pèsent sur la France. Vladimir Poutine, ça c'est le problème d'Emmanuel Macron. Ça, c'est un enjeu pour Emmanuel Macron, qui veut occuper le poste de président de l'Union européenne. C'est un enjeu pour le Premier ministre britannique, qui veut remettre en cause le Brexit. C'est un enjeu pour le chancelier allemand, qui veut profiter de la menace, entre guillemets, russe pour se réarmer et pour se mettre au même niveau que la France. Ils sont là, les enjeux. La Russie, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et tout le monde sait que Donald Trump ne va pas se ranger du côté de la Russie. Hein, on ne va pas avoir l'Europe avec les Russes qui vont envahir l'Europe par l'Est et les Américains de Trump qui vont refaire un débarquement en Normandie pour prendre les Européens en tenaille. La menace, elle n'est pas là. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. C'est une vidéo un petit peu longue, je le concède, mais c'est important de ne pas céder à la panique et de voir, lorsque quelqu'un parle, que ce soit Poutine, Trump, Macron, essayer de voir quel est son intérêt. Quel est son intérêt? Pourquoi cette personne dit ça? Hein, c'est comme un commercial. Hein, quand un commercial, il vient vous voir pour vous vendre des panneaux solaires ou je sais quoi. Derrière, il y a un intérêt. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de comprendre quand un politicien vient à la télévision pour vous faire un discours, ce qui est important, c'est de voir quel est son intérêt, quel est le discours caché, qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours de peur que a partagé le président de la République. Et ça, c'est important de garder de la hauteur sur les événements, parce que sinon, eh ben, vous allez vous faire empapaouter. Vous allez accepter n'importe quoi, de l'inflation, des hausses d'impôts, vous allez accepter de vous faire bouffer votre épargne par telle ou telle banque ou tel assureur, vous allez accepter n'importe quoi. Donc c'est important de garder la tête froide
de voir un petit peu ce qu'il y a derrière les lignes de nos dirigeants et de profiter des mouvements de marché pour investir et investir de manière intelligente. Il ne s'agit pas de faire un all-in sur quelque actif que ce soit, mais d'investir de manière intelligente. Voilà. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un très bon début de semaine. Et en tout cas, prenez bien soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, évidemment, pour vous partager mon analyse sur l'actualité. Je pense, dans tous les cas, que les prochaines semaines, les prochains mois vont être très, très riches. Je pense qu'il va se passer en quelques mois, quelques semaines, il va se passer l'équivalent de ce qu'on peut voir en 10, 15 ou 20 ans. Voilà un petit peu. Prenez bien soin de vous et de nos familles. Et moi, je vous dis très bientôt. Au revoir tout le monde.